C'est l'heure de Mardi Politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne, nous sommes jeudi. Nous sommes jeudi, vous allez J'ai annoncer dit mardi. Mardi Politique, mais oui, parce que je fais une émission aussi qui s'appelle Politique, qui s'appelle Mardi Politique. Je suis désolée. Politique tout court, voilà. Désolé, merci Jean-Marie. Du jeudi. Voilà, alors la politique est parfois un théâtre entre Courteline et Shakespeare. Au Front National, ce serait plutôt Feydeau. Après le psychodrame familial, les convocations chez le juge, balayées d'un revers de main, voici la fermeture du compte bancaire du Front National et du compte personnel de Marine Le Pen. Avec cette question, pourquoi ? Évidemment, certains regards suspicieux se tournent vers une banque russe qui lui avait prêté de l'argent. Emmanuel Macron, lui, se frotte aujourd'hui à la colère des élus qui voient leur dotation fondre et leur autonomie financière entravée. Quelles sont les pistes pour apaiser les élus et compenser la perte des recettes ? Quelle est dans le fond aussi la vision d'Emmanuel Macron pour les territoires ? Eh bien, le président est-il un nouveau Jacobin ? On en parle avec nos invités. Bonsoir Virginie Leguet. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste à Paris Match, merci d'être là. Gaspard Koenig. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du think tank Génération Libre et auteur de Time to Philo chez Larousse. Et d'ailleurs, vous nous ferez un Time to Philo sur justement les élus et leur colère. Gaël Brustier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur et politologue et vous êtes auteur du Désordre idéologique aux éditions du CERF. Donc, je vous le disais, Emmanuel Macron se frotte donc aujourd'hui à la colère des élus qui voient leur dotation fondre et leur autonomie donc s'entraver. Il est aujourd'hui il clôt le 100e congrès des maires de France et à la fois il a mené le bâton et la carotte. J'ai besoin de vous, a-t-il dit, mais il leur dit aussi, c'est moi qui décide. On l'écoute. Aujourd'hui, a vocation non pas à vous satisfaire automatiquement, non pas toujours à vous contenter, parfois à répondre à des inquiétudes que je considère comme légitimes ou des reproches que je sais reconnaître comme étant justes, mais cela a vocation en tout cas à être appliqué. Voilà, Jean-Marie, on fait un tour de table. Donc, on reconnaît bien Emmanuel Macron, un peu dans le style de Chirac qui disait à son Premier ministre « Je décide, il exécute, je décide et vous pouvez grogner, vous pouvez tempêter. De toute façon, c'est décidé. » Alors, on va développer après parce qu'il a proposé d'autres choses. Mais déjà, sur la méthode... C'est bien l'image qu'il veut donner, d'ailleurs, de « je suis celui qui agit, je suis celui qui fait ». Cela dit, au tout début, il a fait son autocritique parce qu'il a admis qu'il n'y avait pas eu de concertation dans les mesures d'économie qui ont mis les maires en colère, justement, tous les élus en colère. Donc il a dit ça ne se renouvellera pas et il a promis pour l'avenir une remise à plat de toute la fiscalité locale, ce qui est une œuvre, un truc gigantesque s'il va au bout, mais en concertation cette fois avec les maires. Donc il a promis de ne pas recommencer la faute qu'il a confessée. Donc vous voyez, il y a un peu... Parce qu'il sait s'adapter à son auditoire aussi. Par exemple, tout à l'heure, il y avait des sifflets qui l'ont accueilli, qui ont parsemé son discours. Il a repris les siffleurs en rappelant que pendant sa campagne électorale, il avait interdit à ses propres militants de siffler quand il citait ses adversaires politiques. Et il a dit la moindre des choses, c'est que je puisse demander la même chose aux maires. Ça a fait taire les siffleurs. C'est vrai, donc, mais il a dit aussi qu'il ça faisait ni chaud ni froid. Oui, mais il y a l'art et la manière quand même de dire ça, de dire je campe la grande autorité, mais aussi de dire et d'agir un peu en sens inverse, c'est-à-dire je suis quand même quelqu'un qui est capable d'aller au-devant de vous et de vous flatter malgré tout. Oui. Alors, peut-être Gaspard Koenig, sur l'attitude, dans le fond, d'Emmanuel Macron et peut-être quelle vision on entrevoit des territoires qu'a Emmanuel Macron. Moi, ce que je trouve toujours un peu dommage, mais c'est lié à l'histoire de France, c'est que l'État se comporte comme la tutelle des collectivités locales. Or, un maire, ce n'est pas un préfet. Normalement, il a une autonomie, une indépendance sur son territoire. Et l'État vient s'y surajouter, mais n'est pas là pour s'y substituer. Et le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, la décentralisation
ne s'est pas accompagné d'une décentralisation fiscale. Donc on a déconcentré un certain nombre de pouvoirs, on a décentralisé d'autres, mais la fiscalité reste peu ou prou décidée par Paris. Même la fiscalité locale, c'est-à-dire que les collectivités ont très peu de marge de manœuvre sur les taux et sur l'assiette des impôts qu'elles peuvent prélever. Et donc à ce moment-là, forcément, l'argent est le nerf de la guerre. Forcément, elles sont dans la dépendance de l'État central pour réclamer leurs dotations, pour négocier le pourcentage de la taxe qu'ils peuvent appliquer, parce que tout ça est extrêmement contraint. Je pense que si un jour, mais c'est vrai aussi des individus, en général dans ce pays, si on faisait confiance au territoire, on leur donnerait la maîtrise de leur propre fiscalité. Et du coup, il n'y aurait plus tous ces conflits, parce que chacun déciderait à sa manière sur son territoire en fonction de ses contraintes, et l'État regarderait ça de beaucoup plus loin. Donc il y a une recentralisation, clairement, d'après vous, Gaël Brustier, d'Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron, c'est un peu la restauration, on va dire, des fondamentaux du régime de la Ve République. Et il s'est passé quelque chose depuis 20 ans, c'est qu'il y a eu une machine, en fait, à créer de l'inégalité territoriale. Que l'entrée dans la mondialisation, l'adaptation à la globalisation a fait que notre géographie sociale a profondément évolué et que les territoires ont subi des formes d'inégalité croissantes. Emmanuel Macron est à la fois représentant d'une France et en même temps de l'autre, comme il l'a toujours dit. C'est-à-dire qu'il veut être le garant de l'égalité des territoires et en même temps d'être le garant de la métropole du Grand Lyon, etc. Alors là, il est face à des maires, et donc il est en train d'expliquer pourquoi ils réduisent les dotations, etc. Oui. Et on est en train d'assécher un certain nombre de collectivités locales qui n'ont aucune autonomie. C'est-à-dire que vous avez, dans la décentralisation française, effectivement, comme l'a dit Gaspard Koenig, il y a un grand mensonge. C'est-à-dire qu'on explique qu'il y a de la décentralisation alors que les budgets sont contraints et les budgets sont imposés. À quoi ça sert d'être conseiller général aujourd'hui en France ? On se pose la question. 98% du budget, 95% peut-être, est totalement imposé. Donc il n'y a pas d'autonomie. Il n'y a pas d'autonomie. On vous juge sur n'a pas de classe politique sur locale. des dépenses, alors que vous n'êtes pas véritablement responsable de ces dépenses vis-à-vis de lui, parce que c'est pas lui qui les paye, ou que ça passe par des tuyaux très compliqués. Donc vous n'avez pas de responsabilité politique directe. Pour le coup, c'est Courteline, là. Et de toute façon, n'importe quel Pékin qui se présente à la mairie de sa ville ne rêve que de devenir député, c'est-à-dire législateur pour l'ensemble de la nation. Ce qui prouve qu'on n'a pas de classe politique locale. On a un énorme problème avec ça. Emmanuel Macron est le représentant à la fois de l'esprit centralisateur, indéniablement, c'est son tempérament, et en même temps, comme il était deuxième gauche, soi-disant, il est le défenseur des lois depuis 82 de décentralisation. Virginie Leguet, alors est-ce qu'il réforme quelque chose, du coup, Emmanuel Macron ? Parce que si on entend Gaspard et Gaël, la tendance suivra. Dans le fond, on a l'impression que tout change, que tout change pour rien ne change. Non ? C'est un peu tout le programme du quinquennat, en fait. Ouais. Virginie ? Emmanuel Macron, il est très fidèle à lui-même et à l'image qu'il tient à donner d'autorité. On se souvient encore de son discours devant les militaires au mois de juillet. Il est exactement dans cette même ligne de comportement. C'est lui le chef, c'est lui qui décide. Oui, sauf que pour les militaires, il y a une raison, parce qu'il est effectivement le chef des armées. Oui, enfin, ça a quand même provoqué la démission du chef d'état-major. La façon dont ça a été dit et le ton sur lequel ça a été dit et le lieu où ça a été dit, ça a quand même provoqué une crise. Donc c'était pas mon problème. Je disais pas que c'était illégitime qu'il s'exprime de cette façon. Je disais simplement que c'était sa façon de voir les choses. C'est lui qui est élu, c'est lui qui est à la tête de l'État et c'est lui qui impulse ou non les réformes qu'il a décidé de faire. Je ne suis pas sûre qu'il ait l'intention de faire beaucoup plus de concertation. Je ne suis même pas sûre que la concertation l'intéresse beaucoup. Lui, ce qui l'intéresse... Il l'a dit, en tout cas sur la refonte fiscale locale, il y aura une concertation et une décision en 2019. Oui, c'est ça. Pour les impôts... Pour l'instant, il y a des études qui sont en cours, qui devraient lui indiquer un certain nombre de pistes pour compenser effectivement la perte de revenus que va provoquer la suppression de la taxe d'habitation à 80% d'ici 2020. Mais si j'ai bien compris aussi, et je ne sais pas si ça a été redit là, parce que je n'ai pas entendu la totalité de son intervention, la taxe d'habitation devrait à terme disparaître totalement. Donc là aussi... 3 étapes. Exact. Non, elle devrait disparaître en 3 étapes à 80%. Voilà. Et comme les 20% restants pourraient être considérés comme assez inéquitables, à terme, elle pourrait disparaître. Oui, il elle pourrait, mais il ne l'a pas annoncé. Bien sûr que non, il ne l'a pas annoncé parce qu'il sait à quel point ça peut provoquer... C'est un impôt injuste. Non, mais je voudrais juste revenir sur ce qui a été dit et par Gaël et par vous-même. Parce que c'est à la fois vrai et faux. C'est vrai que l'autonomie telle qu'on la conçoit dans un État qui reste quand même fondamentalement centralisé, c'est une autonomie un peu en trompe-l'œil. Mais en même temps, il n'y a pas tant de contraintes que cela. Sinon, comment expliquer le montant de la taxe d'habitation à Bastia,
et celui de la taxe d'habitation à Paris. Mais je peux vous dire, il y a des années-lumière. Oui, bien Alors, sûr. elle va être supprimée, mais elle va être compensée au centime près. Oui, mais Donc, c'est vrai on ne sait pas encore très bien. ça, il l'a Oui, mais annoncé. on ne Non, sait mais pas- ça, on ne sait il pas s'y est encore engagé sous quelle une forme. fois, 2 fois, 3 fois en disant Bien vous ne me sûr. croyez pas, mais moi je vous le dis, etc. Au centime près, vous serez compensé. Donc c'est vrai que, et d'ailleurs c'est contenu dans sa promesse, je vous garantis la stabilité des contributions financières de Oui, mais l'État, ce que je c'est veux vrai. dire, c'est que Mais ces règles sont déterminées pardon, au niveau national. Mais moi, je suis prêt à suivre sur tout ce qui peut être conquête ou reconquête du girondinisme ou de la Gironde par rapport au jacobinisme aujourd'hui, parce que je pense que c'est une nécessité. Néanmoins, il y a l'obsession de tous les chefs d'État légitime, c'est aussi l'unité. Prenez l'exemple des référendums récents qui viennent d'avoir lieu en Italie. En Italie, vous avez 2 régions très riches, qui sont la Lombardie et la Vénétie, qui ont voté par référendum pour plus d'autonomie, notamment, qu'est-ce qu'ils demandent? Uniquement une autonomie fiscale. C'est-à-dire, ça veut dire qu'ils veulent récupérer les impôts qui sont prélevés sur leur territoire aux dépens de toute solidarité nationale. Ça veut dire c'est un formidable vecteur, levier pour recréer des inégalités, pour le coup. Et en Italie, ça peut détruire l'État, parce que l'État est faible, plus faible que chez nous. Et en France, beaucoup hésiteront à s'engager vers ce type de réforme qui rendrait les autonomies en effet réelles et concrètes, mais qui changerait complètement la nature de l'unité nationale en France. C'est ça le problème. Mais c'est pas du tout le mouvement qui semble. C'est pas la doctrine Macron. Ça, Du c'est tout. clair. C'est tout le contraire de la doctrine Macron. Ça. Et si je puis me permettre, ça renforce pas forcément les inégalités, parce qu'au contraire, vous pouvez par exemple imaginer, comme c'est le cas en Suisse, dans le canton de Zoug, que certaines communes rurales, dépeuplées, en souffrance, etc., baissent leurs impôts à 1, 2 ou 3% pour faire venir des gens ou des entreprises qui ne seraient pas venus sinon. Donc finalement, l'autonomie fiscale, c'est aussi un levier d'attractivité que vous donnez à des territoires qui sinon en ont peu. Parce que, évidemment, Paris peut toujours taxer très fort, les gens continueront à venir à Paris. Et par ailleurs, sur la taxe d'habitation, le problème c'est que... Paris taxe très faiblement. Oui, et la taxe d'habitation, le problème c'est que les règles, et la plupart des règles des impôts locaux, quand bien même ils sont locaux, sont régis par une circulaire de 72 pages qui établit au niveau national. Alors que vous comprenez toute la différence qui est de dire la taxe d'habitation, désormais, on considère que son assiette et son taux sont du ressort de la région ou de la commune. Et donc là, si la commune veut exonérer 80% des gens, ou 20%, ou 100%, etc., elle règle ça avec ses électeurs. Et donc le maire aura une responsabilité politique directe vis-à-vis de ses électeurs. Gaël, pardon. Non, mais les politiques d'aménagement du territoire, en fait, c'est un des mythes modernisateurs de la Ve République. On s'aperçoit aujourd'hui que c'est totalement en échec. Ça ne marche pas, ça ne marche plus. Face au capitalisme et à l'intégration dans la globalisation, c'est néant. Ensuite, il y avait un truc assez marrant la semaine passée, c'était le document en fait, du ministère de la Culture. Le ministère de la Culture explique qu'il va se retirer d'un certain nombre de projets et puis qu'il y aura la montée en puissance des régions. Et en fait, on a l'impression que les ministres se font fourguer des notes, mais totalement mensongères, hors sol, ne racontant strictement n'importe quoi, sur des sujets pareils. C'est-à-dire qu'aucune région ne montera en puissance sur la culture aujourd'hui. C'est faux. Ça n'existe pas. D'abord, pour une raison très simple, c'est que vous n'avez pas, comme je disais, de classe politique locale. Au contraire de l'Allemagne. L'Allemagne a son processus de construction étatique avec un grand respect de la décentralisation, des enjeux locaux. Fédéral, Exactement. Exactement. C'est un État fédéral, mais qui vient des principautés, etc. En France, si vous voulez, la grande gloire d'un certain nombre de nos élus locaux, c'est de couper des rubans et non pas de construire des politiques. On a eu une période bénie, on va dire, c'était grâce au PS de François Hollande d'ailleurs, la période 2004 à 2000, pendant une décennie en gros, un peu à partir de 98, vous avez eu de vraies innovations en termes de politique locale. Mais sinon, fondamentalement, on a une grande difficulté à avoir un champ politique local. C'est une espèce d'antichambre pour la vie politique nationale. D'où beaucoup de difficultés. Le non-cumul va changer cela. Puisque précisément, le cumul est interdit. Ce qui permettait ça, c'était le cumul. Le non-cumul va vous ramener... Je ne crois plus au miracle. sur votre territoire, proprement dit. Donc, on va passer à un autre sujet, mais peut-être avant, pour reprendre l'idée de votre livre, Gaspard Koenig, sur un time to philo, c'est-à-dire vous prenez un sujet qui soit politique, économique, et vous l'adaptez, on va dire, à la philosophie. Donc qu'est-ce que ça vous inspire ? Voilà, donc j'ai préparé un peu en direct sur la question justement de la décentralisation, en disant finalement qu'en disaient les grands philosophes. C'est comme ça qu'on fait, on prend des sujets d'actualité, puis on regarde dans les textes. Absolument.
Et donc là, la vraie question qui se pose quand on parle de refonte profonde de la fiscalité locale, c'est est-ce qu'on reste jacobin et que donc toutes ces taxes vont être déterminées par le haut, ou est-ce qu'on est précisément très girondin et qu'on va donner de l'autonomie fiscale aux régions. Bon. Alors, il est vrai que la France est un pays jacobin, mais pour de bonnes raisons, et d'ailleurs pour des raisons qui sont liées à la fiscalité. Et c'est ce que Pierre Rosanvallon appelait son jacobinisme libéral, qui est un rapport direct entre l'État et l'individu, qui s'est construit contre les corps intermédiaires, à commencer par les parlements de province, et la possibilité qu'avaient les parlements de province de différencier l'impôt entre les régions. Et c'est pour ça que la première chose qu'a fait l'Assemblée constituante en 1789, c'est de dire que les contributions telles qu'elles se perçoivent actuellement dans le royaume sont toutes illégales et nulles dans leur création, extension ou prorogation. C'est-à-dire que la Révolution française, c'est la dernière fois qu'on a tiré un trait sur l'ensemble des fiscalités justement parce qu'elles étaient trop diverses et qu'on a dit on va l'unifier. On va l'unifier pourquoi ? Parce qu'on était convaincus, et ça vient du rousseauisme, que la souveraineté nationale est indivisible. Et quand Rousseau explique que la souveraineté est indivisible, il a une petite métaphore amusante que je me permets de vous livrer, il dit « Les charlatans du Japon dépaissent un enfant aux yeux des spectateurs, puis, jetant en l'air tous ses membres l'un après l'autre, ils font retomber l'enfant vivant et tout rassemblé. Tels sont à peu près les tours de gobelet de nos politiques. Après avoir démembré le corps social ou le territoire par un prestige digne de la foire, ils rassemblent les pièces, on ne sait comment. » Et donc, on voit très bien que la Révolution française veut dire « Arrêtons de démembrer les territoires, mais considérons au contraire que la souveraineté est supérieure et l'intérêt général est supérieur à la somme des intérêts particuliers. Que la souveraineté, le principe de vie de la souveraineté nationale, est supérieur à la totalité des organes du territoire. » Et à l'inverse de ce discours, donc ça c'est pour le côté pour justifier le fait qu'on ait un impôt unique et égalitaire. Et à l'inverse de ce discours, Tocqueville a contesté l'idée même que la Révolution française avait véritablement fait table rase des fiscalités précédentes. Et dans l'Ancien Régime et la Révolution, il explique qu'au contraire, la Révolution a hérité du Conseil du roi l'idée de fixer et de répartir les impôts, et que donc la centralisation fiscale est plus ancienne que la Révolution et explique, selon Tocqueville, la suradministration du pays. Or, que propose Tocqueville pour combattre l'individualisme, cette fois dans un autre texte qui est la démocratie en Amérique ? C'est précisément à rebours de cette tendance centralisatrice, de, je le cite, « donner une vie politique à chaque portion du territoire, afin de multiplier à l'infini pour les citoyens les occasions d'agir ensemble. » Et pour donner une vie politique à chaque portion du territoire, il ne suffit pas de dire « vous pouvez avoir des élections ». Il faut aussi leur donner les leviers fiscaux d'être responsables de leurs dépenses et de leurs recettes, du coup, vis-à-vis des électeurs. Et donc, sa grande idée, c'est que c'est quand vous arrivez à construire une démocratie locale responsable, que vous pourrez ensuite avoir une démocratie nationale qui marche, parce que c'est en chargeant les citoyens de l'administration des petites affaires qu'on les intéresse au bien public. Bon, écoutez, brillant. C'était un petit, vous voulez rajouter quelque chose à cette brillante démonstration politico-philosophique de Gaspard ? Oui, c'est le rêve du citoyen. C'est plutôt, moi, j'aimerais que la France, en fait, ait 6000 communes où les citoyens participent directement à la vie de leur commune. Ce serait, à mon avis, un peu plus intéressant que le système de décentralisation actuel, qui est un système d'éloignement du politique par rapport, en fait, aux citoyens, un système de déresponsabilisation, paradoxalement. On n'a pas beaucoup rapproché le pouvoir du citoyen. Donc, c'est ce qui me semble, comme ça, songe. D'accord. Virginie, un mot ? Non, j'entends cette brillante démonstration. Oui, exactement. J'entends les plaidoyers en faveur de la décentralisation, mais moi, il me semble que le mouvement qui est impulsé à la tête de l'État est exactement inverse depuis des années. Donc, ce n'est qu'un rêve, en fait. Mais oui, mais enfin ça, alors là, on retombe dans la politique, mais moi, j'ai quand même le sentiment... On retombe dans la réalité. Oui, mais j'ai le sentiment... Du fonctionnement du pays. Oui, mais j'ai le sentiment quand même qu'il y a un appétit assez fort que Alexandre Jardin incarne très bien, je trouve, avec son mouvement des zèbres, cette idée qu'on va redonner au territoire... C'était ce que disait Macron aussi à un moment, donc c'est paradoxal. Et là, il a quand même parlé... Il faut quand même dire qu'il a parlé... Un nouveau pacte girondin. On va voir ce que ça... Et là, il parle d'une refonte profonde de la fiscalité locale. Donc pour le moment... Ils n'ont pas fait grand-chose. Il a juste parlé de la taxe d'habitation qui était une mesure de redistribution du pouvoir d'achat. Donc, très bien, ça s'est fait. Non, les paroles et les actes. Voilà. Mais maintenant, cette refonte profonde de la fiscalité locale, c'est intéressant. Prenons-le au mot et faisons-lui des propositions qui vont dans le sens d'une plus grande autonomie fiscale. Bon, oui. Oui, il y a dans la décentralisation un aspect qu'on ignore souvent, c'est le rôle des tout petits maires. C'est-à-dire que les maires de communes de 300, ça compte pour beaucoup de communes. Et en général, ils font beaucoup de liens sociaux et leur seule compétence, c'est le comité des fêtes. Mais le comité des fêtes, en France, ça compte énormément. Et ça compte plus qu'un certain nombre de grands projets structurants des collectivités plus grandes.
On va passer au Front National, donc chassé de sa banque et sommé par la Société Générale de fermer tous ses comptes. Donc hier, Marine Le Pen a dénoncé une décision politique. On l'écoute. Le Front National s'est vu signifier sans aucune raison un bannissement bancaire de la part de la Société Générale, qui était sa banque depuis de très nombreuses années. Nous sommes en présence d'une tentative d'étouffement d'un mouvement d'opposition. J'en appelle aussi aux autres partis politiques, à qui j'écrirai, qui demain seront peut-être victimes, eux aussi, à raison de leur prise de position de cette fatwa bancaire. Voilà, fatwa bancaire. Alors, Jean-Marie, votre réaction ? D'abord, le mot sans raison est à prendre avec des pincettes parce que c'est probablement pas la réalité, c'est jamais sans raison. Oui. Si on regarde, si on regarde la situation du citoyen lambda, client d'une banque, tout mouvement important d'argent aujourd'hui sur votre compte qui vient de l'extérieur est automatiquement signalé. Signalé, mais pas par l'ordinateur, qui alerte sur le fait qu'il y a un mouvement anormal ou important qui mérite d'être vérifié. Que fait la banque à ce moment-là ? Que fait la banque à ce moment-là ? Elle vérifie. Ouais. Elle vérifie d'où vient l'argent, ou elle essaye de vérifier d'où vient l'argent. Et s'il y a suspicion, elle vous interdit ou elle vous prie d'aller voir une autre banque. Donc le problème là qui est posé là-dessus, c'est quel est le soupçon ? D'où vient l'argent qui fait que la banque, mécaniquement, comme elle l'aurait fait pour tout autre citoyen, l'a interrompu. Et donc c'est là que le Front National, parce que si on en reste sur, c'est vrai que ça pose un problème démocratique si le Front National ne peut pas se financer, mais si on en reste à cela, on manque une bonne partie de la réalité, qui est pourquoi y a-t-il eu sur le plan bancaire ce soupçon ? Donc d'où venait l'argent ? Tout le monde regarde évidemment vers la Russie, puisqu'on sait que le Front National a été financé par des prêts. Mais en quoi ce serait l'argent, puisque c'est une banque russe ? Écoutez, quand même, je veux dire, c'est quand même... Mais elle a eu ce prêt de 9 millions. C'est le Front National qui... Ça veut dire que l'argent russe, il y a de l'argent russe qui peut être de l'argent normal, et puis il y a de l'argent russe qui peut être... Voilà. Donc, on est dans ce soupçon-là, donc c'est ça qu'il faut voir, et se placer là où on doit se placer, c'est-à-dire comme client d'une banque, qui nous serait arrivé si vous aviez des versements importants d'origine non déterminée, il vous arriverait rigoureusement la même chose. Moi, en revanche, pour répondre au problème démocratique qui serait posé si le Front National avait en effet des difficultés. On l'a renvoyé sur une autre banque, par ailleurs. La Banque de France l'a renvoyé sur une autre banque qui se trouvait être une filiale de la Société Générale, qui est le Crédit du Nord. Donc elle va pouvoir ouvrir un compte, etc. Mais si elle en était empêchée, il faut revenir à la promesse non tenue par ce gouvernement de ce qui a été l'engagement de son premier garde des Sceaux, François Bayrou, de créer une banque de la démocratie, qui était une bonne idée, qui a été curieusement abandonnée en cours de route par l'actuel garde des Sceaux et par l'actuel gouvernement, et qui était de nature précisément à faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème démocratique et que des mouvements comme le Front National ou d'autres se financent à travers une banque de la démocratie. Et probablement François Bayrou était-il conscient du fait qu'au cours de la campagne électorale, il y avait eu ici ou là des soupçons de financement qui n'étaient pas souhaitables, notamment les soupçons de l'argent ou le financement venu de l'étranger ou de la Russie ne sont évidemment pas souhaitables. Et Virginie, ce qui est effectivement troublant, c'est que l'eurodéputé qui avait obtenu le prêt de 9 millions auprès d'une banque russe a lui aussi été interdit par sa banque. Oui, M. Schaffhausen. Voilà. Et il semblerait qu'effectivement... la banque ait eu des suspicions sérieuses. De toute façon, elle ne peut pas agir sans avoir des raisons réelles. Marine Le Pen en a certainement été informée. Est-ce qu'elle a donné les éléments suffisants pour lever ses suspicions ? De toute évidence, non. Et hier, elle a très habilement, en utilisant des mots très forts, fatwa, bannissement, étouffement, elle a très habilement mêlé l'aspect Front National, parce que la Société Générale a les comptes du Front National depuis 20 ans, et je crois qu'il y en a une quinzaine, et finalement gagnait très largement sa vie avec ses comptes, parce que le Front National bénéficie de l'argent public comme tout parti en France, et les rentrées publiques qui arrivaient sur les comptes du Front National étaient importantes. Je crois qu'il s'agissait de 10 millions par an. C'est des sommes importantes, donc la banque s'y retrouvait bien. Mais elle a habilement mêlé cet aspect-là à son aspect plus personnel, parce que son compte à la banque HSBC a également été fermée. On a appris que c'était cet été, et là on est quand même en novembre, et là elle s'est étonnée qu'on lui ait fermé un compte sur lequel, disait-elle, n'arrivait que son traitement d'élu et ses allocations familiales. Donc finalement, en mêlant tout ça dans un même paquet, elle crée une espèce de
de saisissement chez les Français qui l'écoutent et qui disent mais ça pourrait m'arriver à moi aussi. Mais non, ça ne pourra pas arriver à n'importe quel Français. Ça, je peux vous le dire. Bah, bien sûr que non. S'il n'y a pas de suspicion forte de blanchiment, on peut effectivement vous refuser comme client, mais ça ne peut pas arriver comme ça du jour au lendemain. Alors vous dites si. Oui, ça m'est arrivé, donc je vais vous raconter. Vous avez de l'argent russe aussi Non, hélas, non. Moi, vous n'avez pas de blanchiment. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous n'avez pas été accusé de blanchiment. Non, mais je vais vous dire, je suis quand même, en un sens, assez de tout cœur dans ce combat contre l'oligopole bancaire. Je trouve que c'est un combat qu'il faut mener contre le flicage dont sont maintenant victimes les clients des banques, dont effectivement tous les fonds sont tracés au moindre centime. Et ce que je vais vous dire, c'est que elle explique, je ne sais pas quelle est la vérité, mais elle explique que la banque lui a demandé de remplir un formulaire qu'elle a refusé de remplir ou qu'elle n'avait pas rempli. Ou bref. Et il se trouve qu'effectivement, j'ai reçu, comme tout le monde, parce que c'est la loi de 2007 qui l'impose, ce même formulaire de ma banque qui était BNP et qui demande, donc ça s'appelle Know Your Customer, et qui demande quel est mon capital, où j'habite, si je suis propriétaire, locataire, combien j'ai d'enfants, etc. Sur quoi je lui ai répondu, je n'ai pas à vous répondre. À mesure où je n'ai pas d'emprunt auprès de vous, je suis votre créancier, pas l'inverse. Je ne vois pas pourquoi vous avez répondu en grand libéral que vous êtes. Je ne vois pas pourquoi je vous donnerais ces informations sur un plan de principe. Donc tout ça a escaladé, qui fait que BNP m'a viré. Ça n'a pas été sans raison. Donc du coup, j'ai ouvert un compte Nickel. Compte Nickel a été racheté par BNP. 2 jours après le rachat de Compte Nickel par BNP, je reçois le même formulaire. Mais je continue mon activisme. Vous êtes persécuté par le formulaire. Je continue mon activisme. Donc j'ai quitté Compte Nickel. Je compte d'ailleurs leur faire un procès pour soulever une question prioritaire de constitutionnalité à cette occasion. Et j'ai ouvert. Il vous en arrive des drôles de trucs. Ouais, on s'amuse comme on veut. Et j'ai ouvert un compte N26. Donc N26, qui va bientôt être racheté par aussi une banque, vous allez voir. Pas encore, parce qu'il est financé par Peter Thiel, qui est un vrai libertarien américain qui a des principes. Donc, pour le moment, N26 ne m'a demandé aucun renseignement. Grand soutien de Donald Trump. Mais voilà, il y a d'autres problèmes. C'est une banque basée en Allemagne, qui pour le moment couvre toute la zone euro, etc. Donc j'ai mon compte en euros avec N26, tout se passe très bien. Et ce que je veux dire, c'est que quand même, aujourd'hui, vous ne pouvez plus tranquille mettre de l'argent dans une banque, vous mettez de l'argent quasiment directement au fisc. C'est ce qu'on appelle TRACFIN, c'est la lutte contre le blanchiment. Oui, non, mais j'entends, mais c'est pareil, c'est pareil pour les libertés individuelles. Mais oui, mais le téléphone que vous avez dans la poche vous flique de la même façon, voire même davantage. Et c'est la même logique, qu'on utilise pour les algorithmes qui filtrent nos métadatas. C'est de dire, ah oui, mais là-dedans, il peut y avoir un suspect de terrorisme, donc on met tout le monde sous surveillance. Ah oui, il pourrait y avoir du blanchiment d'argent, donc on filtre les revenus de l'ensemble de la population. Je m'insurgerai toujours contre cette logique de surveillance au nom des libertés individuelles, y compris et surtout pour les banques qu'il faut. Et donc, d'ailleurs, les banques n'y peuvent rien puisque c'est une loi qui leur impose, mais ça les arrange bien puisque du coup, elles récoltent les informations sur leurs clients et elles font du big data avec ça. Bon, Gaël, vous n'avez pas de problème avec votre banque? Vous avez rempli le formulaire. Vous avez rempli votre formulaire. J'ai une phobie administrative. Donc... oh là, ça peut vous amener très loin, vous le savez, ça. Hélas, ça va, il n'est pas ministre. Il y a eu des précédents fâcheux. Non, mais j'entends tout ce que dit Gaspard. Avec les Le Pen, il y a quand même toujours un truc, il y a un côté, avec l'argent, il y a toujours un côté drame paysan. Et ils ont toujours la marmite de Louis d'Or planquée, que la cousine essaye de ramasser, et ça se termine toujours avec des coups de feu. Ils ont un rapport à l'argent dans cette famille très particulier. Mais je vous disais, c'était Fédot au début. La Cotolec, Jeanne, etc. L'héritage Lambert. Aussi, ils se sont mis dans un panier d'embrouille, à l'évidence. C'est le père, la fille, etc. Si le père n'est pas totalement viré, c'est parce qu'il a les clés de la Cotolec qui obtient les financements, etc. Il y a aussi plein d'histoires comme ça. Enfin, rappelons-nous l'adoubement de Marine Le Pen par Vladimir Poutine au Kremlin. Et on a peut-être une clé de l'explication de ce qui se passe. Voilà, parce que c'est quand même, pour un parti dit national, je veux dire, devenir comme ça le parti de l'étranger, c'est assez étrange. Alors, il est quand même vrai qu'un parti qui fait les voix que fait le Front National et qui a eu énormément de mal à financer sa campagne, il est vrai que là, il y a une anomalie très claire. Absolument, c'est pour ça que je pense que François Bayrou était avait une bonne idée, et en tout cas voulait mettre ce projet de Banque de la démocratie dans le grand projet. Vous regrettez François Bayrou? Oui, bien sûr, en l'espèce, sauf que sa successeur, n'a pas jugé bon de reprendre cette partie du texte, probablement parce que ni Emmanuel Macron ni Édouard Philippe ne le souhaitaient. Donc l'écriture inclusive, sa successeur, non? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et d'ailleurs, les hommes et les femmes sont belles. On avait Celles et ceux, bravo. Oui.
J'avais lu dernièrement dans les Échos une très bonne chronique de Gaspard Koenig sur l'écriture inclusive, où vous moquiez, où vous disiez, dans le fond, autrefois, quand on disait à Louis XIV ou Votre Altesse Sérénissime est-elle contente ou est-elle satisfaite, bien dormi, ils n'étaient pas attaqués dans leur virilité. Voilà, non, mais tous les hommes de pouvoir sous l'Ancien Régime, que ce soit le pape, les rois ou les grands féodaux, on s'adressait à eux au féminin. Ouais. Et donc, on comprenait bien à cette époque que la langue est une convention, une représentation, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a du mal à séparer les signes et les choses. Ah non, on amalgame les deux, mais ça, c'est une preuve, je pense, de décadence intellectuelle. D'ailleurs, pourquoi on disait sa sérénissime, il y a sans doute son Altesse. Il y a sans doute des belles thèses là-dessus, j'en sais rien, mais je constate en tout cas que le « elle » était employé constamment. Et d'ailleurs, moi, quand j'écrivais les discours de Christine Lagarde, on disait toujours la plume, est-ce qu'elle a fini son discours ? On m'appelait au féminin. Ah ouais, et à l'inverse, on appelait le ministre au masculin, parce que Christine Lagarde, sa mère était prof de grammaire, et donc elle tenait à respecter, alors que pourtant elle a fait beaucoup pour la cause des femmes, on pour aurait pu se rappeler la ministre comme l'ont fait certaines. Mais elle tenait à ce qu'on l'appelle le ministre, donc elle on l'appelait au masculin, moi on m'appelait au féminin, et tout ça n'est pas très grave, ce sont des conventions, ce sont des représentations, ce sont des symboles, il ne faut pas y attacher tout un discours sur le pouvoir. Je pense que c'est... Donc le Premier ministre a tranché sur cette écriture. Mais c'est pas tout à fait l'écriture inclusive, ça. L'écriture inclusive, c'est aussi ouvrir les parenthèses, mettre des ES. C'est l'écriture exclusive dont je défends la légitimité. Vous défendez les accords pluriels, c'est-à-dire que tous les accords, quand il y a des féminins et des masculins, ne soient pas finalement masculins, comme c'est le cas actuellement. C'est ça que vous dites. Je dis que ça n'a aucun rapport avec la lutte des sexes. Et que la langue montre qu'il y a des fois elle est féminine, des fois elle est masculine, et qu'il ne faut pas constamment y raccrocher des rapports de pouvoir, parce que sinon on essentialise la langue et on la prive de sa créativité. Une reine et des rois sont bavards. Après, les règles évoluent au fur et à mesure de l'évolution naturelle de la langue, c'est bien heureux. Voilà. C'est donc l'écriture était inclusive au XVIIe siècle. Il n'y a pas de raison de ne pas y revenir au XXIe siècle. Les accords. C'est pas tout à fait pareil. Non, je sais bien. Non, mais la dans France ce que récuse Édouard Philippe, il y a uniquement le point médian. Exactement. Il ne récuse pas. Il ne récuse pas les accords en fonction de la majorité, mais lui, ce qu'il récuse, c'est les parenthèses, les ES. On va continuer à dire l'auteur d'un livre, ou la députée, ou la ministre. Gaël ? Non, mais je trouve que la France est assez extraordinaire quand on regarde tout ça. C'est qu'en fait, il y a plein de problèmes au sud de la mer de Chine, où on est au bord de la guerre mondiale, et dans le même temps, on a des gens qui jouent à balance ton prof de grammaire. C'est à peu près ça. Nous avons des guerres crocodiliennes dont nous nous passionnons. Et d'ailleurs, on va en parler. C'est une douceur de vivre qu'on regrettera un jour, mais. Et vous allez voir, on va cette petite guerre avec Gérard Filoche. Vous allez voir, c'est passionnant. Nous aimons les débats pour les débats. Véronique Reissoulz, la politique sur les réseaux. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Alors justement, on parlait des petites guerres picrocolines. Voilà. Je parlais de Gérard Filoche. Alors ça a été le sujet sur Twitter. Gérard Filoche. Le sujet aussi de l'écriture inclusive, je ne l'ai pas fait, mais c'est un sujet. Vous allez le faire. Donc Gérard Filoche, qui est un membre du PS, enfin qui ne l'est plus, parce qu'il a été exclu. Il a été exclu, et alors bon, ça passionne moins de monde, pourquoi quand même, mais globalement, on en a quand même beaucoup parlé sur les réseaux. Alors vous savez, il a publié un tweet très antisémite avec une photo pas forcément formidable, où il y avait donc Macron avec un brassard qui rappelait le brassard nazi. Ah oui. Plus de 51 000 messages en quelques jours sur le sujet. C'est le photomontage qui avait déjà été utilisé par M. Soral. Exactement. Et en fait, il a été condamné de façon à peu près unanime sur la toile. Les mots qui sont les plus utilisés pour commenter ce sujet sont l'exclusion et l'antisémitisme, et ça a donné lieu à de longs débats, en particulier sur Facebook. Et finalement, je vous ai sélectionné 2 tweets parce que ce sont peut-être les 2 plus représentatifs de ce qui s'est passé. Le premier, c'est Alexis Carcelin qui finalement dit, voilà, donc c'est assez classique, je fais un tweet antisémite ignoble, je le retire en tentant de banaliser le contenu, et puis je me victimise en suspectant un complot de mes ennemis qui cherchent à me nuire. Et globalement, c'est ce qu'on a régulièrement quand les uns et les autres utilisent un peu trop Twitter sans trop réfléchir à ce qu'ils font. Et puis après, on a aussi les politiques qui se mettent sur le sujet. Et M. Manuel Valls, qui fait beaucoup parler de lui, en tout cas qui parle beaucoup ces derniers temps, a lui aussi tweeté sur le sujet en disant qu'il y a bien longtemps que le PS aurait dû exclure Gérard Filoche. Il l'avait dit à l'Assemblée nationale le 21 octobre, et il faut attendre
un tweet innommable et antisémite pour engager une procédure d'exclusion. Et ça a été beaucoup repris avec plus de 1800 likes, 851 retweets. Enfin, globalement, on va dire que comme il parle beaucoup et que ce n'est pas toujours repris, sa parole, cette fois-ci, sur ce sujet-là, elle a été entendue. Qu'est-ce qui lui a pris à Philoche, là vous connaissez un peu vous Oui, qui avez gravité autour du PS des Philoche. Écoutez, il y a une chose dont je suis persuadé, c'est que, ce tweet, cette photo est antisémite, ça fait pas d'un doute. Le tweet est très sommaire sur ce qu'il exprime, c'est un sale type, etc. Philoche n'est pas du tout antisémite, je le connais, c'est un type avec lequel j'ai fait partie des personnes avec lesquelles j'ai passé au moins une nuit en commission des résolutions du PS. Non, mais ça, quand vous côtoyez les gens, si vous voulez, quand vous êtes fatigué à 5h du matin, etc., les obsessions des gens remontent à la surface. Philoche n'est pas du tout le moins du monde antisémite. Après, il a un usage assez addictif et immodéré de Twitter qui est assez étonnant, et même de Facebook. Pour anecdote, un jour, j'ai mis mes photos de vacances sur Facebook, et tout d'un coup, je trouve plein de commentaires de Gérard Philoche, ou un ou deux peut-être, où il se met à mettre « manifestons le temps contre la loi truc ». Donc en fait, vous avez un garçon qui a eu un usage assez peu modéré des réseaux sociaux. Je ne suis pas persuadé qu'il ait vraiment vu. Non, je pense qu'il a Je pense que tout ça est la chronique d'un vendredi soir qui a tourné à Allègre, quoi. Oui, Gaël, c'est quand même un politique. Grave, quand même, mais je dis pas que c'est pas grave. Qui vient de l'extrême gauche et qui l'est resté probablement. Et qui ne peut pas ne pas voir ce qu'il met en lui. Ne peut pas ne pas voir le caractère, mais antisémite années 30. Enfin, c'est évident. Et c'est là où il est sanctionnable. Oui, enfin, je veux dire, moi je ne pense pas qu'il puisse faire ça innocemment. Il ne peut pas être en politique depuis si longtemps et pas se rendre compte de ce qu'il envoie sur Twitter. D'autant que ce photomontage avait déjà été utilisé par une personnalité. Ça, moi, je l'avais jamais vu. Oui, si, bien sûr. Non, mais moi, j'ai jamais vu. Non. Mais vous, oui, parce que vous n'allez peut-être pas sur Twitter, mais Soral, Philoche sait qui est Soral. Ou alors vraiment, il tombe de la lune. Je vous rassure, les internautes, eux, ont tout de suite fait le lien avec le tweet de Soral. Mais bien sûr. Mais ça change rien au fait qu'il faut faire attention. Twitter n'est pas un lieu où on se lâche un vendredi soir, parce qu'il y a plein de gens qui regardent, et puis c'est... À bon entendeur. Les tweets déterminent souvent la compréhension, en fait, de leur vraie motivation. Il y a une immaturité par rapport à Twitter et aux réseaux sociaux qui est préoccupante chez beaucoup de nos responsables politiques. Il n'a pas 12 ans. Alors, le remaniement, notre remaniement, on nous le promet depuis mardi, mais rien n'arrive. Non. Voilà, Emmanuel Macron fait durer le suspense. Et alors, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que ce suspense qui a l'air de tenir tous les journalistes en haleine, tient-il les internautes en haleine? Ça ne va pas nous empêcher de dormir. Non. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron... Ça va pas nous empêcher de dormir, pas l'avoir, le remaniement. Ah, peut-être, si, peut-être. Je pense qu'Emmanuel Macron prend plaisir, Moi, je pense... à partir de rien, c'est-à-dire un petit réaménagement du gouvernement, à voir que les gens chroniquent et surchroniquent. C'est le plaisir, à mon avis, que prend le prince vis-à-vis de la classe journalistique qu'il veut soit soumettre, soit mettre en nous. Je pense que ça alimente son mépris des journalistes politiques. Véronique, finissez, merci. Il est ravi de voir cette effervescence qu'il doit juger insipide. Et je pense pour Véronique, elle n'arrive pas à finir. C'est pas grave, c'est d'ailleurs pour ça que c'était Média, Horloge et Griveaux qui étaient le plus cités. Média parce que voilà, ça les amuse beaucoup. Et globalement, ça les a... Enfin voilà, c'est une façon de se moquer des médias et des journalistes. Et voilà. Et je vais juste vous parler 2 secondes de quelqu'un dont vous allez forcément parler ce week-end, qui est M. Mélenchon. Parce que M. Mélenchon a donc son congrès ce week-end. Et donc c'était un sujet, on a été regarder un peu. Et c'était juste pour vous dire que c'était intéressant, on trouvait, de vous en parler d'abord, parce qu'on parle toujours plus de Mélenchon que de France Insoumise. Donc on a bien un sujet d'un leader qui est plus fort et plus charismatique que son mouvement. Que son taux d'intérêt, c'est-à-dire le nombre de questions que les gens se posent, il y a eu un pic en septembre, mais depuis, ça baisse. On ne peut pas dire qu'il soit très très populaire juste maintenant. Et si on regarde rapidement les emojis, vous savez, ces petits personnages, ces petits symboles qui sont utilisés dans les messages, ben écoutez, ça parle d'eux-mêmes. Vous avez un monsieur qui pleure, en gros. Et pourquoi est-ce qu'il pleure? Il pleure parce que globalement, le soutien qu'il a exprimé à monsieur Macron, ou plus exactement, l'expression plutôt sympathique, est assez mal vécue par ses sympathisants. Et puis qu'il a perdu la bataille des amendements contre le travail. Et ça, c'est mal vécu aussi. Et puis, ben, globalement, sa crédibilité baisse un peu. C'est comme ça que les uns et les autres le voient. Et donc, l'ère Mélenchon, en ce moment, est un peu compliqué pour lui sur les réseaux. Voilà. Merci beaucoup, Véronique. Merci à tous. Merci. Et merci à Charlotte Urien-Tomaca d'avoir préparé cette émission. Et merci à toute l'équipe technique. À très vite.